Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, donc le 4 juillet, nous avons déjà pu vous entendre sur l'accord du 29 juin. De manière générale, l'accord du 21 juillet le concrétise dans un contrat qui en garantit la sécurité juridique. Vous avez donné un grand nombre de précisions techniques et merci pour ça, mais nous aurions peut-être souhaité obtenir des informations sur le Flex LTO, sur la probabilité de la disponibilité des 2 réacteurs en 2025. Donc vous évoquez un accord définitif pour le 31 octobre et on sait que l'accord de juillet porte sur des centaines de pages de documents et qu'il est juridiquement contraignant. En tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté, je pense, au Parlement et à la presse. Et donc je voudrais avoir plus d'informations sur cet accord attendu pour le début de la semaine prochaine. Si l'accord précédent était déjà contraignant et définitif, c'est quoi alors l'accord qu'on attend pour le 31 octobre et dans quelle mesure cet accord ajuste-t-il éventuellement quelque chose ou précise-t-il éventuellement quelque chose par rapport à l'accord du 21 juillet? Donc l'articulation des deux, je ne comprends pas bien. Alors, toujours en ce qui concerne le Flex LTO, le 24 juillet, c'est-à-dire 3 jours après l'accord, Engie publiait un communiqué dans lequel étaient présentées des conditions incontournables à la réalisation du projet. Et les conditions étaient la livraison à temps du combustible nucléaire par le fabricant, les améliorations de la conception des installations sur base des attentes en matière de sûreté nucléaire de la FCN, la qualification des équipements importants pour la sûreté, l'accord de la FCN sur l'état des installations avant tout démarrage, et puis la disponibilité du personnel hautement spécialisé, ainsi que des entreprises partenaires. Pouvez-vous nous fournir des informations quant à ces conditions et surtout dans quelle mesure le fait que l'une ou l'autre de ces conditions ne soit pas respectée serait-il susceptible de relever Engie de ses obligations? Concrètement, ces conditions constituent-elles des exceptions aux responsabilités et à l'éventuelle obligation de résultat d'Engie sur le Flex LTO? Alors, outre ces précisions, l'échange de vues que nous avons aujourd'hui nous permet aussi de revenir sur des éléments abordé lors de notre échange de vues du 4 juillet dernier. Et donc j'ai quelques points en lien avec ça. Un, j'aimerais revenir sur la question du montant du strike price qui surviendra dans le cadre du mécanisme Two-Way Contract for Difference. Concrètement, comme c'est le cas actuellement pour l'éolien offshore, si l'électricité vendue par Doel 4 et Tihange 3 dépasse un certain montant, un strike price suivant l'évolution du marché, alors le différentiel sera récupéré par l'État. Dans le cas inverse, si le prix auquel l'électricité est vendue est inférieur à ce strike price, alors l'État devra combler la différence. Bon, ça on a compris. La question du montant de ce strike price, qui sera déterminé en se basant sur les coûts réels des 2 réacteurs, sera essentielle dans la mesure où celui-ci déterminera en partie la hauteur des investissements ou des revenus de l'État sur Doel 4 et Tihange 3. Alors la presse mentionnait un montant situé entre 65 et 75 € le mégawattheure, montant que vous confirmiez le 4 juillet. Nous savons qu'il s'agit évidemment d'une évaluation temporaire. Avant que ce prix ne soit arrêté, ce qui ne devrait être le cas que lorsque 90% des travaux auront été réalisés, il est évidemment essentiel que nous définissions sa méthode de calcul et que celle-ci soit validée par la Commission européenne. Est-ce que des avancées ont été engrangées sur ce sujet? Alors, j'aurais également une question sur le même sujet. Le Contract for Difference vise à garantir le rendement des investissements dans Doel 4 et dans Tihange 3. Le strike price doit garantir aux coactionnaires des 2 réacteurs un rendement sur capital investi de 7%.
Ce prix devrait aussi couvrir une marge opérationnelle fixée à 16,5%. En cas de prix, en cas de montant inférieur sur le marché par rapport à ce prix de référence, l'État devra verser la différence. Mais il devra le faire auprès de cette même entité dont il est actionnaire à 50% et dont il partage les bénéfices avec Engie. Et donc, en somme, il est donc susceptible de se verser à lui-même une partie en pareilles circonstances. Est-ce qu'on comprend bien le mécanisme? Est-ce que c'est bien comme ça qu'on doit le comprendre? Et, question subsidiaire, ceci tend-il effectivement à réduire les risques quant à l'établissement du strike price? Est-ce qu'on comprend bien les choses si on les explique comme ça? Et en tout cas, si on compare cela à une situation plus classique comme celle du mécanisme de soutien pour l'éolien offshore en Belgique. Voilà pour mes quelques questions.